Alors, le pavillon bleu a le plaisir d'accueillir l'architecte et l'artiste Claire Laude, qui est parmi nous, qui est en résidence artistique, qui était en résidence artistique à la Villa Salambo, qui est gérée par l'Institut français de Tunis. À cette occasion, je tiens juste à remercier déjà le club Indigo pour toute l'organisation et l'affiche qui a été réalisée par Wally Fachini. Et voilà, donc notre premier échange avec Claire, il a eu lieu au Pavillon Bleu lors d'un précédent événement. Et puis on est allé à la rencontre de son art lors d'une conférence qui a eu lieu il y a 4 jours environ à l'Institut français. Et de là, on s'est dit qu'il fallait absolument en parler encore plus, se réunir autour d'une discussion qui sera plus profonde parce que là, on va parler de votre démarche d'une manière plus étendue que lors de l'Institut français. Et également avec des étudiants. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. C'est un art qui, comme l'annonce le titre de la conférence, il aborde la question de la mémoire du lieu, une mémoire entre perception, réalité et réalité déconstruite. Vous allez nous expliquer plus tard comment cette relation elle a lieu entre l'imaginaire et le réel. C'est un travail qui porte sur la notion de la trace et de la construction de la mémoire d'un lieu. Sa recherche porte sur l'idée de la perception d'une mémoire partagée, de l'ambiguïté entre l'imaginaire d'un lieu et l'expérience vécue. Donc, choisissant des sites construits ou naturels qui risquent de disparaître, d'être oubliés ou transformés, elle remet en question leur reconstruction, leur destruction et leur appropriation. Donc, c'est une quête de la perception d'un lieu situé quelque part entre réalité, mémoire et fiction. Voilà, une rencontre qui nous propose une immersion entre la matière, le lieu et le regard particulier qui les unit. Merci d'accueillir avec nous Claire Laude. Bonjour déjà et merci beaucoup à tous d'être là. Je suis vraiment très très contente de présenter mon travail ici dans l'école d'architecture. Aya a déjà dit beaucoup de choses sur mon introduction. Je suis artiste et architecte et pour les deux, en fait, pour résumer d'une manière assez simple, je pose la question comment et pourquoi un lieu est-il devenu ce qu'il est. Donc, en tant qu'architecte, je travaille uniquement dans la réhabilitation et chercher à prendre en compte ce qui existe. Et en tant qu'artiste, je cherche un peu les histoires qui restent invisibles, cachées, qui peuvent être perceptibles par des traces inscrites en fait, dans les lieux, que ce soit de l'architecture ou dans notre environnement naturel. Alors ici, j'ai axé la présentation sur mes travaux en rapport avec l'architecture. Et sinon, en fait, comme médium, j'utilise, comme Aya l'a dit, la photographie, le dessin, l'installation vidéo un tout petit peu et j'écris aussi. Donc voilà, alors pour commencer, en fait, je voulais commencer par montrer un travail qui est très vieux. C'était fait pendant mes études d'architecture à Berlin, en 1998, donc c'est déjà un petit moment. Et ça a été assez déterminant dans mes études et pour mon parcours en tant qu'artiste. C'est un professeur qui est malheureusement décédé maintenant, qui s'appelle Michael Moussotter, et en fait qui était un peu spécial et pas du tout conventionnel, et qui avait décidé pour un semestre de louer une usine industrielle délaissée et de la laisser aux étudiants. Donc nos cours se passaient dans une usine. Et son thème c'était 150 mètres carrés brutaux. Il fallait donc imaginer comment pouvait être le minimum de l'habitat. Et donc j'ai mis quelques photos. Ah pardon, voilà. Alors les photos sont très vieilles, c'est pour ça que c'est pas une très très bonne qualité. Mais donc voilà l'endroit en fait où j'ai passé 3 mois de mes études. On était une cinquantaine d'étudiants et on pouvait investir le lieu comme on voulait. Son idée, c'était justement de pas uniquement
que l'architecte ne fasse pas que des projets, mais se mette aussi à construire et intervienne directement. Enfin, pour moi, ça a été vraiment une expérience incroyable et aussi pour tout le monde. Donc ça, c'est à peu près à la fin. Chacun donc, pouvait construire à l'échelle 1 une structure en rapport par rapport à la question de ça. Et ça, c'est ce que j'avais fait avec les plaques bleues. On avait trouvé je dis on, c'était avec la personne maintenant qui est mon mari. On avait trouvé une usine désaffectée à côté de Berlin et qui était pour l'extraction de minéraux, de sable. Et on avait récupéré ces plaques bleues qui étaient donc sur le sol. Et en fait, c'est pour la première fois que j'ai utilisé cette démarche de travailler sur un lieu, d'y aller, de chercher l'histoire et ensuite donc de récupérer les matériaux, de les assembler en une installation. Et là, en fait, pour celle-là, mon idée, c'était de construire 3 parties d'un cube, en fait. C'était les 3 faces, ça c'était l'intérieur. J'ai pas d'autres photos, malheureusement, pour montrer le volume. Donc, logiquement, ça ne pouvait pas vraiment tenir, mais ça tenait quand même. Et cette idée entre l'extérieur et l'intérieur, enfin, cette ambivalence, ça avait l'air fermé, mais de l'autre côté, c'était complètement ouvert. C'est aussi un aspect, cette ambivalence que je vois dans beaucoup de choses dans la vie, en fait. Donc, fermée d'un côté et ouverte de l'autre. Voilà. Donc ça, c'était les dessins. Ensuite, là, je présente une série d'installations que j'ai fait dans un lieu que j'ai trouvé, c'est une ancienne caserne militaire abandonnée dans la forêt de Brandenburg, qui est aussi à côté de Berlin. Et là, c'était... j'ai mis quelques photos du lieu pour qu'on se rende compte. Donc, c'était un lieu abandonné, laissé par les occupants, qui avait donc accueilli pendant la Deuxième Guerre mondiale des soldats russes, puis de l'Allemagne de l'Est. Et donc, par rapport à ce lieu, je suis partie à la recherche de l'histoire de l'armée NVA, ça s'appelle. Et j'ai commencé à transformer le lieu et à construire des installations. Donc ça, c'est une première installation qui est en fait une réaction à un objet qui était laissé sur place. Parce que je n'étais pas la seule à occuper le lieu, il y avait donc des autres personnes qui venaient, qui laissaient des détritus, ou bien beaucoup qui passaient des soirées, c'était très souvent occupé. Il y avait une échelle qui se déplaçait sur le site. Et je fais donc un parallèle avec un livre de Jean-Christophe Bailly qui, lui, part d'une photographie où, après Hiroshima, on voit une échelle, on ne voit plus que la trace sur le mur, sous son texte et sur l'idée justement de la présence qui reste alors que l'objet est absent, alors que les personnes sont absentes. Donc voilà, et le rouge, c'était en référence aux matériaux de l'occupation militaire, parce qu'ils utilisaient cette peinture rouge, que j'avais trouvée sur le site. Ça, c'est une autre installation que j'ai faite avec des objets qui étaient laissés donc, par les habitants. Il y avait beaucoup de restes de placards. Et donc, j'ai fait devant la fenêtre cette installation. Aussi une caractéristique qu'il y a beaucoup dans mes travaux, c'était cette idée de superposition, comme celle que je vois pour la mémoire, qui à mes yeux s'établit par stratification. Dans cette pièce, en fait, celle qui était avant, là, il y avait aussi des soldats, les soldats traçaient les cartes des vols aériens sur du plexiglas. Et en fait, au plafond, les toiles, le plafond était recouvert de toiles, et en les descendant, en les enlevant,
elles m'ont aussi fait penser à ces cartes qui avaient disparu. Donc j'ai fait ensuite cette installation avec donc ces morceaux de toile qui sont blanches, enfin qui n'ont plus enfin les plans n'existent plus, mais c'est pour se référer justement à tous ces plans qui ont disparu. Ça s'appelle les tracés perdus. Et ensuite, à Vienne, dans une exposition, j'ai présenté la photo de cette manière. Enfin, de nouveau, je l'ai déconstruite pour rappeler encore une fois cette idée de fragmentation de la mémoire. Et ça, c'est un soldat, enfin c'était un peintre qui s'appelait Alfred Partikel, qui est connu en Allemagne, qui vient d'Allemagne de l'Est, et qui en fait a disparu. Personne ne sait pourquoi. Et il y a eu toute une spéculation au sujet de sa mort. Et il y a eu, enfin j'avais un appel à candidature pour des œuvres d'art. Donc j'avais fait une candidature avec ce travail-là. Alfred Partikel est donc parti de Königsberg, c'est une ville dont je vais parler après. Il est parti, qui se trouve après la Pologne. Il est parti en vélo. Et une des spéculations de sa disparition, c'est qu'il a été tué par des soldats russes. Donc en fait, j'ai pris les morceaux d'un ancien vélo que j'ai de nouveau fragmenté et accroché pour se référer à cette disparition non expliquée. Alors maintenant, je vais passer à un autre travail qui m'a pris beaucoup de temps et qui a été aussi le travail de départ, enfin, le travail que j'ai proposé pour ma candidature la démarche que j'ai proposée pour ma candidature à Tunis. Et c'est un travail que j'ai fait donc à Kaliningrad, qui était avant Königsberg, voilà, qui se trouve tout là-haut. Là, c'est une exclave en fait, séparée donc de la Russie, entre la Pologne et la Lituanie. J'ai donc fait une résidence qui était entre le centre d'art Lukas Ahrenshof en Allemagne et le centre d'art contemporain de Kaliningrad. Je suis partie 2 fois là-bas. Voilà, là c'est la vidéo aussi. Alors avant de la mettre, je dois juste dire, j'ai fait cette vidéo, en fait c'était pour une candidature pour partir avec une résidence sur mesure de l'Institut français. Ça veut dire qu'on pouvait concevoir entièrement sa résidence, la manière dont c'est fait, le sujet, le temps. Donc c'est la vidéo de ma candidature pour présenter donc, ce projet. Donc ça explique un peu le contexte. Par contre, au départ, je répète un peu pour ma présentation. Le son n'est pas très bon parce que j'avais enregistré ma voix et j'ai tout fait manuellement. Au bout d'un moment, j'aime pas toujours ma voix, donc il y a des différences entre les. Donc je suis désolée, c'est pas parfait, mais ça explique un peu le contexte. Je suis Claire Laude, artiste et architecte. Mon travail porte autour de la notion de traces. Je recherche les traces du vécu, et même si elles ne sont plus visibles, comment elles influent sur l'être humain. Mon travail tourne autour de l'installation, la photographie, le dessin, les textes. Je travaille par exemple avec des matériaux trouvés, et il m'est essentiel également de rencontrer des personnes qui peuvent me donner des témoignages. Manchmal bekommt dieser Mythos eine dermaßen entstellte, entartete Form. Je suis partie à Kaliningrad en 2016 et en 2017. Là, j'ai découvert une ville qui était partagée entre 2 identités, russe et allemande, avec des déchirures. Cette double identité forme le mythe de la ville Kaliningrad-Königsberg, décrit par de nombreux historiens, philosophes, écrivains. Un mythe vivant d'une ambivalence entre le passé, le présent et le futur, un sentiment de perte et d'absence. Ce mythe est basé sur la reconstruction de la ville de Königsberg comme un idéal à atteindre. Le
5 novembre dernier, le gouverneur de Kaliningrad, Anton Alichanov, a décidé de faire raser la Maison des Soviets. La Maison des Soviets est un bâtiment de 21 étages en plein centre de la ville qui avait été construit à la place du château de Königsberg, lui-même détruit par la guerre mondiale puis rasé en 1968. Ce bâtiment est laissé vide depuis sa construction et est devenu le symbole de la ville de Kaliningrad. Je souhaite partir à Kaliningrad afin de documenter la démolition de ce bâtiment symbolique. J'aimerais continuer mes recherches sur la sédimentation de ces histoires, la manière dont l'architecture influe sur l'être humain et est utilisée comme pouvoir, ainsi que sur ce sentiment ambivalent d'appartenance à un lieu où l'on vit tout en l'ayant perdu. Voilà, c'est fini. Comment passer? Donc en fait, pour résumer, ce travail était donc sur un mythe qui existe, qui a été écrit, comme je l'ai dit, par plusieurs écrivains, historiens, architectes. Et la personne qu'on voit dans le film qui parle, c'est un film Königsberg, qui tourne autour justement de toute cette thématique. Et donc la personne qui parle, je l'ai rencontrée, c'est un philologue, professeur à l'université de Kaliningrad, qui a beaucoup écrit sur ce mythe et qui est une personne très charismatique. Donc j'avais fait un entretien avec lui. Et en fait, l'idée, c'est une ville donc, qui a été rasée pour en construire une autre. Et quels symboles ont repris les Russes donc, pour effacer l'histoire qui existait et également pour représenter une nouvelle histoire. Il y a des bâtiments, par exemple, qui avaient la même architecture qu'à Moscou, qui ont été reconstruits. Et il y a toujours des traces, bien entendu, de la période allemande. Et cette ville et le château, tout le monde en parle, alors qu'il existe, en fait, par les paroles, par les gens, mais depuis longtemps, elle n'existe plus. De plus, c'est une ville qui a une réputation négative. Tout le monde pense que... il y a une citation qui dit que Kaliningrad est la ville la plus laide du monde. Donc, je suis partie à la recherche justement de cette image et de ce mythe que je trouvais qui se déplaçait entre utopie et dystopie. Et donc, un des symboles, c'est la destruction du château de Königsberg, qui est représenté. Et apparemment, je vais parler du sens. Voilà. Et l'existence donc de ce bâtiment d'architecture brutaliste qui est vide en plein milieu de la ville. Donc ça, c'était un collage que j'avais fait au sujet donc de cette histoire, un dessin. Et une autre, en fait, dans la ville, je suis partie à la recherche de sites qui, justement, pour moi, traduisaient un espace en transition. Et donc, j'ai commencé à photographier des chantiers, des sites laissés vides, donc comme la photo de l'affiche. Ou en transition, comme cela. Et j'ai trouvé cet endroit qui était donc à côté de la ville de Kaliningrad. Et à partir de là, en fait, par cette architecture informelle, entre guillemets, j'ai commencé à construire des installations pour répéter en fait ces structures que j'avais trouvées dans la ville. Et pour moi, ça symbolisait cette architecture, donc de partager en deux cette idée de double identité de la ville. Et j'ai commencé donc à construire une installation avec des fenêtres que j'avais trouvées dans la ville de Kaliningrad et qui, de nouveau, donc, l'idée c'est de représenter une maison éclatée, donc aussi pour rappeler donc, cette fragmentation d'identité. Ça, c'est l'exposition qui a été montrée au Centre d'art contemporain de Kaliningrad, où je reprenais aussi avec les lattes de bois
toute cette idée d'éphémère et de transition. Enfin, c'était des morceaux d'échafaudage trouvés. Et ensuite, en 2019, j'ai eu l'occasion, dans une exposition, de reconstruire cette installation. Il y a des similaires, en fait, entre l'histoire de Berlin et l'histoire de Kaliningrad. Berlin a aussi détruit, lorsqu'il y a eu la réunification, un bâtiment d'architecture brutaliste, le Palais de la République, a été détruit pour reconstruire actuellement le château. Enfin, ils ont reconstruit un château qui est juste une façade. Derrière, ça n'a plus rien à voir avec le château de l'époque. C'est aussi cette thématique de l'architecture comme symbole de pouvoir, et que reconstruire, et quelle authenticité, c'est un mot difficile, mais quelle histoire est vraiment racontée à travers une façade et la reconstruction. Ensuite, j'ai donc continué de faire ces installations qui étaient des répétitions de structures que j'ai trouvées. Donc là, c'est plusieurs installations que j'ai effectuées depuis. Pardon. Ça, c'est une installation que j'ai faite à partir d'un plan. En fait, j'étais partie aussi, comme à Tunis, à la recherche de fragments de plans. C'est devenu ça. Les fils, en fait, que j'ai tirés symbolisent aussi cette histoire cette position d'enclave. Et l'installation s'appelle Tekla. Tekla, c'est une histoire qui est dans le livre Les Vies invisibles d'Italo Calvino, qui a été une grande source d'inspiration aussi pour moi. Et je reprends juste une citation. Alors, c'est pourquoi la construction de Tekla dure-t-elle si longtemps ? C'est extrait. Pourquoi la construction de Tekla dure-t-elle si longtemps ? Et la réponse, c'est pour que ne commence pas la destruction. Donc voilà. Et en fait, là ça se voit pas, mais à chaque extrémité de fil, j'avais dessiné sur le mur des fragments de plans que j'avais trouvés de la ville. Ça, c'est d'autres installations une installation que j'avais proposée aussi, qui n'a pas été construite, avec des fragments de plans, pour reprendre cette idée aussi d'échafaudage, donc suspendu. Là, c'est un dessin aussi qu'on voit malheureusement pas bien, mais qui est la représentation de cette structure qui s'éclate, en fait. Là, c'est les conséquences, en fait. Les suites de ce travail, ça m'a accompagnée assez longtemps. J'avais gagné aussi un prix, premier prix Urbanautica, catégorie architecture, espace et conflit. Et il y a eu aussi une publication dans un livre qui s'appelle Les Utopies rouges, qui regroupait 10 artistes et écrivains au sujet de la nostalgie dans l'espace post-soviétique, ça s'appelait. Et donc j'ai écrit un texte qui reprend une partie de l'entretien avec Vladimir Limanov, l'homme qui est donc dans la vidéo. Et dans cet entretien, en fait, lui, il me parlait de au départ, lorsqu'il y avait eu la réunification aussi, de son espoir de pouvoir réconcilier les deux histoires, russe et allemande. Et ensuite, il m'avait parlé de sa désillusion, il disait même la haine de la Russie est trop forte. Et ensuite, il proposait un nouveau bâtiment qui aurait été l'Académie de la paix. Enfin, il proposait de nouveau une utopie. Donc je mélange des citations de cet entretien avec une réflexion justement sur le patrimoine et que faire avec les bâtiments qui existent ou ceux qu'on reconstruit. Voilà, ça c'est Donc ça c'est encore une installation qui n'a pas été faite. J'avais proposé une installation qui était faite avec des photographies d'un groupe Facebook, Königsberg, Kaliningrad, où ils postent tout le temps des images anciennes, des archives de Königsberg et de Kaliningrad. Enfin, il y a vraiment les deux. Et mon idée, c'était de les voiler, en fait, avec un transparent opaque, pour montrer comme ne pas montrer. Enfin, c'était légèrement à chaque fois courbé. On voit un peu là.
Donc voilà, il y avait eu aussi un workshop organisé avec les... En fait, c'était des enfants jusqu'à des personnes plus âgées. Et l'idée, c'était justement enfin, c'était une photo de leur ville, enfin de Kaliningrad, pour eux, ce que ça représentait, et ensuite de le reconstruire. J'ai pas mis ça, si voilà. Donc, ça, c'était le workshop qui avait été organisé. Grâce notamment à la commissaire d'exposition qui était vraiment une personne extraordinaire. Vraiment, sans elle, ça n'aurait pas été possible. Voilà, alors ça c'est mon dernier livre qui est monographique que j'ai publié l'année dernière. Je vais passer maintenant un peu plus vite là-dessus. En fait, l'idée c'était de parler des traces de l'architecture traditionnelle dans le paysage rural, enfin vraiment d'une architecture oubliée, et notamment aussi des traditions de construction et de savoir-faire qui disparaissent au fur et à mesure, puisque les personnes qui le savent meurent et il n'y a pas de descendants, comme malheureusement quand il y a pénurie de main-d'œuvre et moins de personnes sont intéressées pour faire ce genre de travail. Donc, j'avais écrit un texte qui expliquait au départ, il y avait deux parties, une partie qui expliquait le contexte, c'était basé aussi à nouveau de deux résidences, une en Grèce et une en Italie. Donc la première partie expliquait le contexte de ces villages, qui était une plus sur l'agriculture en terrasse, et une autre aussi en Grèce, c'était une architecture de défense avec des tours. C'est tout au sud de la Grèce. Et l'autre, les photos noires et blancs, étaient donc une architecture en Italie qui construisait avant des puits dans la terre pour emmagasiner la glace. Et il reste encore ces puits et ces architectures, mais bien sûr, c'est plus du tout utilisé et c'est en train de disparaître. Donc l'idée pour ce livre, qui s'est fait vraiment en collaboration avec les éditrices, c'était de mélanger deux sortes de photographies. Une documentaire pour toutes les photographies de la Grèce, pour l'idée de montrer un peu l'impermanence de ce paysage, et l'autre, une photographie très retravaillée, où j'ai masqué en fait par du noir ces architectures qui sont en train de disparaître. Donc là aussi, c'est l'idée de révéler par l'absence... c'est de révéler ce qui disparaît. Et les photos ont été imprimées avec une technique particulière. Enfin, en fait, c'est pas du noir et blanc, c'est argenté. Donc ça enlève encore plus, ça met encore plus d'étrangeté aux photographies. Donc voilà, ça c'était le jour de la sortie. Donc, comme je disais au départ, là, c'est la fin. Là, j'ai aussi un nombre de... Enfin, en fait, je ne considère pas que le lieu uniquement l'architecture, mais pour moi, c'est tout notre environnement. De plus en plus, d'ailleurs, notre environnement naturel prend une place importante dans mes travaux, mais ça a toujours été. Donc là, certaines photos, je les ai déjà montrées lundi. J'ai vraiment pris un tout petit peu, parce que mon accent aujourd'hui, l'accent de la présentation était fait sur l'architecture. Et c'est donc, ça c'est une série de photographies, c'est des photographies qui sont à la fois, il y en a qui sont documentaires, comme je dis, ça veut dire que je photographie ce que je trouve, comme ça, et d'autres, comme celle d'avant, ce sont de nouveau des installations que ensuite je photographie. Et le thème, c'est la fragilité en fait de cette relation que nous avons avec la nature. Ça, je continue tout le temps depuis que je photographie. Et donc là, j'ai mis ensuite, je crois, oui. J'ai mis quelques installations que j'ai fait ces derniers temps, donc en rapport avec la nature. Ça, c'était une installation qui a été faite au moyen d'une caméra obscura. Une caméra obscura, c'est une boîte en carton, en fait,
Et pendant Corona, pendant le confinement, j'ai commencé à photographier tous les jours l'ombre d'un arbre. Parce que ce qui m'intéressait justement, c'est la caméra obscura. Déjà, ça prend la trace sur un papier. Enfin, c'est vraiment une feuille de papier qui est mise, papier photo qui est mise dans une boîte de carton. Et la lumière devient, enfin les traces de la lumière sur la photo deviennent noires et l'ombre est blanche. Donc de nouveau, cette idée d'ambivalence entre ce qui est réel et pas réel, je trouvais que ça était transmise. Et ensuite, j'ai fait une installation avec ces photographies que j'ai réassemblées pour évoquer la présence d'un arbre. Ça aussi, c'est une installation faite avec des tiges que j'ai coupées en deux. On voit pas là, j'aurais dû mettre le détail, mais c'était pour révéler en fait l'intérieur. On voit l'intérieur de la plante qui est la moelle épinière, c'est la source de la vie de la plante, enfin qui est vide. Il y a vraiment un creux qui est mis au milieu de la plante. Et c'était en réponse à tous les changements climatiques actuels, l'assèchement qui se produit en Europe aussi de notre environnement. Voilà. Et le dernier travail là, que j'ai présenté à l'IFT, c'était vraiment le thème de la rencontre. Et donc un travail que j'ai fait en suivant un groupe scientifique de 8 groupes scientifiques qui étudient la manière dont une forêt se régénère après un incendie. Et comme je l'expliquais lundi, moi j'y suis allée plusieurs fois pour accompagner les chercheurs. Et d'une part, les 2 ans que j'ai passé là-bas, j'ai vu une destruction du site qui était progressive, mais qui était d'une part faite par une série de vents qui ont tout fait basculer les arbres. Et puis il y a eu l'année dernière de nouveau des incendies. Et donc ma réponse a été de ramener à l'intérieur de l'exposition les derniers morceaux d'écorce qui sont comme des restes de témoins de cette destruction. Voilà, alors là pour la fin, j'ai une dernière vidéo. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Donc je pense qu'on peut passer aux questions. Donc s'il y a des questions que vous voulez poser
Claire Lune. Puisqu'en toute bête, en quelle année vous étiez quand vous travailliez à l'école d'architecture dans l'usine? C'était quelle année? C'était en 2016. Non. Je veux dire, à quel niveau, pardon? Quel niveau? Vous étiez en 3e année, en 4e année? C'était. En licence? Je suis arrivée à Berlin en tant qu'Erasmus, donc après la 3e année. Ah, quand même. Bon, c'est tout ce que je réfléchis. C'est super intéressant comme. Oui, c'est vraiment quelque chose qui était il y a 20 ans, de pas du tout Ah oui, bien. conventionnel. Enfin, oui. Et c'est sûr que c'est extrêmement. Enfin bon, on ne peut pas discuter. Non, C'est très stimulant, j'allais dire, c'est très stimulant pour les étudiants, clairement, j'imagine. Oui, on Ça peut était l'éveiller. jour et nuit Ah. là-bas, et c'était déjà une très belle ambiance. Et puis, pour moi, ça a été un instant, oui, révélateur. Et c'est vraiment dommage qu'il soit mort, parce qu'il était un peu fou quand même, quelque part, le prof. Et il a continué ensuite au Texas, mais il est mort d'une crise cardiaque. Vous étiez en résidence, enfin vous êtes en résidence en Tunisie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu, de ce que par rapport à votre travail et par rapport à tout ça? Oui. Alors, j'ai pas de visuel, mais j'étais sûre que la question allait venir. Pardon? J'étais sûre que la question allait venir, mais j'ai pas de visuel. En fait, comme je disais, l'approche que j'avais proposée, quand on fait une candidature, il faut montrer déjà ce qu'on a fait, était donc ce travail à Kaliningrad. Et j'étais partie en fait d'un constat à travers les plans de la ville de Tunis. Je voulais voir comment, au centre, cette différence en fait d'urbanisme entre la Médina et la ville nouvelle, comment elle est vécue aujourd'hui. Je trouve toujours très intéressant avec les plans. C'est la différence entre ce qu'on dessine sur un papier et la réalité. Donc, j'étais partie avec cette idée cette proposition de voir comment l'histoire se ressent, elle se retrouve, que ce soit au centre de la ville. Comment dire, ce que j'avais défini était assez limité au départ, c'était centre, ville nouvelle, et donc les influences historiques. Après, j'avais aussi fait une proposition assez déterminée de ce que je voulais faire. Il y avait une série de photographies. J'avais proposé une installation, de nouveau avec des fragments de plans historiques et nouveaux. Et des dessins, j'avais aussi proposé, je réfléchissais bien. Voilà, et donc si je pouvais construire donc une installation comme je l'ai déjà fait auparavant, dans un site, avec des matériaux trouvés. En arrivant aussi, j'ai eu plusieurs, retour à la réalité. D'une part, je ne m'attendais pas du tout, en toute franchise, à ce que l'architecture soit dans un état aussi dégradé, au centre. Et ensuite, j'ai été face à un système très complexe que grâce à de nombreuses rencontres, j'ai essayé de comprendre comment ça marche en fait. Il y a tout un appareil institutionnel, politique, foncier qui est très très lourd et qui immobilise, qu'il a fallu d'abord que je cherche à comprendre. Ensuite, il y a aussi tout l'aspect émotionnel, il faut dire, de ce lieu, puisque en tant que Française, ça m'a mis aussi face à
tout ce passé colonial. C'est pas comme en Russie où j'étais extérieure, même si je suis mariée à un Allemand, mon mari sa famille vient de Königsberg. C'était pas du tout la même position. Il a fallu aussi que je comprenne ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Et l'autre chose aussi, c'est que cette idée d'entrer, de pénétrer quelque part et de construire, peut-être une liberté que je me suis pris, que ce soit en Allemagne, en Italie, en résidence aussi, j'avais construit, je n'ai pas montré, mais j'avais aussi fait des installations. Même en Russie, ça n'a pas marché. Je pense qu'il y a un autre rapport entre l'intérieur et l'extérieur, et l'intimité aussi, qui est voilà. Je pense que j'aurais peut-être eu besoin de plus de temps. Après, ça a été une expérience très très enrichissante. Enfin, je ne pense pas avoir encore tout assimilé ce que j'ai appris ici. Choc. Un peu. Les techniques. Non, mais c'est bien aussi d'être dérangé dans ses habitudes. Ça a duré Ça fait 4 semaines. 4 semaines. Et d'ailleurs, après, en parlant avec l'Institut français, la majeure partie des résidents disent qu'un mois, c'est pas assez. Il faut d'abord avoir le temps d'atterrir. Mais malgré tout, j'ai quand même une idée comment je vais interpréter tout cela en rentrant. Enfin, toujours avec cette idée d'installation faite à partir de plans. Enfin, ça, j'ai continué à chercher et ça a été aussi un peu un fil directeur qui m'a ouvert des portes. Puis j'ai vraiment rencontré beaucoup de personnes qui étaient... c'était très intéressant pour moi. J'ai une question. En fait, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que dans l'installation de Alfred Particle, avec le vélo déconstruit, Oui. fragmenté, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment est-ce que le choix de représenter ce vélo fragmenté traduit la disparition non expliquée d'Alfred Particle? Ça, c'est dans toutes mes interprétations et peut-être dans toutes celles que j'ai faites dans ce site militaire, j'ajoute mon interprétation. Enfin, je ne veux pas dire c'est comme ça qu'il faut faire. C'est toujours dans toutes mon travail artistique. J'espère ouvrir à des interprétations, à des idées, à des manières de voir, mais je ne veux pas dire il faut penser comme ça. Enfin, il y avait donc eu ces deux événements, la spéculation autour de sa mort, que j'expliquais de manière très, très brève, et le fait qu'il soit parti en vélo de Königsberg, j'avais été. Donc j'ai pris sa disparition dans la forêt, j'ai pris ces éléments et ensuite il y a un travail qui se fait. J'ai démonté le vélo, j'y vais sur le site et il y a un travail qui se fait aussi en construisant ce processus de création. Et au départ, je n'avais pas du tout pensé ça comme ça. C'était un autre endroit, accroché, beaucoup plus dans l'espace. Merci. Une autre question? Moi, j'avais... Allez-y. C'est votre formation d'architecte qui vous a conduit jusqu'à ce travail artistique, en fait. Parce qu'on voit très bien une relation quand même très architecturale avec les installations que vous faites. Oui, mais au départ, moi, je voulais faire des études d'art. D'accord. Et mes parents... Peut-être en faisant des études d'art, vous auriez peut-être passé à côté de ce que vous faites aujourd'hui. Oui, et puis parce que c'est en liaison aussi avec l'architecture, en quelque sorte. Et puis moi, j'ai vraiment adoré mes études d'architecture. Ça a été un moment extraordinaire d'apprentissage de liberté, de création. Enfin, c'est un rapport à l'espace qui est différent aussi. Dans votre année Erasmus, j'ai vu que quelque part aussi c'est artistique, parce que c'est aussi des installations que vous avez fait dans cet atelier. Oui, c'était le point de départ. C'était le point de départ. Et grâce à ce prof, toutefois, moi je crois beaucoup en la possibilité de l'enseignement de déclencher, non mais de déclencher des processus créatifs. Ouais. Vous enseignez? Oui, mais j'aime beaucoup, mais je suis architecte, enfin je peux pas non plus tout faire. Je donne des cours de photographie dans un lycée là, une fois par semaine.
vraiment. Et dès que je peux, je fais des workshops. L'année dernière, j'avais fait un workshop avec la caméra obscura pour l'exposition, avec les enfants. Tu avais une question. Bon, j'en profite pour poser ma question. Donc, en fait, moi, c'est un peu plus général, mais je voulais comprendre qu'est-ce qui a généré votre envie de... Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a entendu lors de votre dernière conférence, de capter, donc d'essayer de retenir la disparition. Qu'est-ce qui a généré cette volonté, en fait, de toujours vouloir laisser une trace et ne pas laisser disparaître l'objet? Oui, c'est une bonne question. Toujours aussi général. Je crois que d'une part, ça m'intéresse de savoir ce qui n'est plus visible, enfin, ce qu'il y a, ça c'est en gros ce qui est caché. Enfin, vraiment, je trouve que c'est toute une vision, je pense, que j'ai par rapport à l'histoire. C'est impossible de tout préserver, mais j'espère qu'on peut aussi ne pas tout oublier. Et je pense que ça a aussi à voir avec le fait que j'ai pas mal... Mes parents ont beaucoup déménagé, enfin, j'ai beaucoup dû quitter d'endroits, donc laisser des lieux. Notamment, il y a un lieu qui avait... Donc ça, je l'avais dit aussi à la... Enfin, c'est des expériences personnelles, je pense, qui a brûlé. Enfin, j'ai la maison de mes parents qui a brûlé. Je pense que c'est des choses qui marquent. Après, on a envie un peu de chercher derrière la destruction, le fait de tout perdre, comment retrouver et comment garder une trace de moments passés. Mais après, moi, ce qui m'intéresse maintenant surtout, c'est cette stratification de la mémoire et la manière dont on reconstruit les choses. Et c'est aussi dans mon travail artistique, il y a un côté où je cherche quelque part à sublimer les moments passés. Enfin, j'ai une recherche en esthétique et là. Merci. Et votre mari qui est architecte vous aide un peu ou... Oui, et sans lui, j'ai plein de choses que je n'aurais pas pu faire. Ça m'aide tout. D'une part, pour le soutien, on a des enfants, donc il faut arriver à tout concilier. Et puis, il m'aide souvent. On est dans les installations, il est là, on construit ensemble. Voilà. Et vous l'aidez dans son travail d'architecte? Oui, on travaille ensemble aussi, bien sûr. D'accord. Merci. Oui, c'est une ouverture, c'est sûr, dans les deux sens, ça ouvre. En revanche, du coup, ça m'appelle. Comment est-ce que votre travail d'artiste nourrit votre travail d'architecte? Alors, je pense que c'est dans la recherche. En fait, on travaille vraiment que dans la réhabilitation. On a un projet neuf, mais c'est rare. C'est vraiment... Et donc, on a des endroits où il n'y a pas grand-chose à faire dans la création. C'est plus voir les problèmes, analyser et ensuite regarder par rapport à toutes les réglementations comment on peut agir et comment s'adapter aussi au mode de vie par rapport aux espaces qui n'ont pas assez de lumière. Voilà, je pense que c'est plus mon métier d'architecte qui nourrit notre artistique que ma artistique. Qui nourrit. En tout cas, vous travaillez beaucoup en structure sur la mémoire aussi. Oui, voilà, ça c'est le point. on- Vous dites, je fais de la Réhabilitation. Oui, c'est le... Je parle de la mémoire du lieu ou de l'esprit du lieu. Oui, il y a C'est toujours ce cohérent quand souci même. de chercher ce Vous vous qui rendez pas existe. compte, mais Si, vous si, êtes si, cohérente, Je l'ai dit au début, c'était vraiment de voir ce qu'on peut faire avec ce qui existe. Mais je trouve que dans le... J'étais surprise si vous m'aviez dit je fais que du neuf et des tours. Quoi. Dans le métier là que je fais plus, Ça fait disons, vivre ça c'est aussi. voir comment on peut vivre avec ce qui existe et refaire quelque chose, mais avec mon métier d'artiste, enfin, mon activité artistique, c'est plus chercher les histoires cachées, ce que peut signifier d'autres, voilà, d'autres choses qui sont peut-être pas aussi visibles et aussi claires que les pratiques qu'on fait dans le métier d'architecte. Voilà. J'ai une question en fait. Je trouve très intéressant le fait que vous ayez recours à des médiums différents et surtout ce travail de fragmentation, de reconstruction.
sur la photo, et très architecturé aussi. Et je vois qu'il y a aussi un travail sur les mots, mais j'aimerais bien en savoir plus parce que est-ce que vous écrivez en même temps que vous créez, ou est-ce qu'il y a un travail de fragmentation sur les mots? Est-ce que vous reconstruisez des histoires? Est-ce que ce médium-là aussi est dans la même créativité, dans le même process? Vous êtes de quelle manière? Alors, lorsque je suis en résidence, par exemple, j'écris tout le temps, tous les jours. Mais ça, c'est plus pour noter tout ce qui s'est passé, ma réflexion. Mais une partie aussi, à chaque résidence, j'essaie toujours de rencontrer des personnes. Et je fais ce que j'appelle les entretiens, mais c'est pas vraiment des entretiens très conventionnels. C'est plus pour avoir une idée justement du contexte. Et c'est par ces entretiens souvent que j'ai accès en fait aux informations beaucoup plus facilement et clairement que si je les cherchais dans les... Enfin, je cherche aussi beaucoup dans les livres, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais ces citations aussi, je les reprends. J'ai par exemple toujours demandé à enregistrer les entretiens. Et ensuite, plus tard, lorsque je les réécoute, il y a des mots et des phrases qui peuvent totalement m'inspirer dans mon travail. Voilà, c'est exactement ça. Ce matériau-là, après, vous le reprenez et vous pouvez aussi déconstruire, reconstruire en fonction de... Oui, alors dans les deux textes que j'ai écrits, c'était toujours basé... ils étaient basés... le premier, c'était vraiment un entretien. Le deuxième, il y avait plusieurs entretiens. Enfin, je mêlais à chaque fois citations et phrases plus générales. Sauf que le dernier texte, c'était à la fin plus une réflexion philosophique sur la notion d'empreinte. D'accord. C'était plus général, en fait. Voilà. Et est-ce que vous pensez que ce matériau-là vous aide à créer ce matériau récolté d'entretien? Pour poser les mots sur les choses, pour justement mettre tout au clair et ensuite avoir... c'est un travail que je trouve pas toujours facile, mais ça permet... Enfin, pour moi, c'est essentiel pour faire une synthèse, pour voir ce qui s'est passé, ce que j'espère pouvoir dire et expliquer, transmettre aussi. Voilà.